Bien avant le 24 juin 1947 et l'observation de 9 disques par Kenneth Arnold aux commandes de son avion, ce qui déclencha la vague de témoignages sur des visions d'objets volants non identifiés dans le ciel des États-Unis, Los Angeles avait été le théâtre d'une étrange manifestation. Alors que les USA étaient après Pearl Harbor en pleine guerre avec les Japonais, dans la nuit du 25 au 26 février 1942, plusieurs mystérieux objets volants non identifiés survolaient la ville. Pris pour des bombardiers nippons, ils furent pendant plusieurs heures la cible d'un déchaînement de tirs de DCA, et ceci sans résultat. Le lendemain, photo à l'appui, la presse faisait largement l'écho de l'événement en évoquant l'hypothèse d'un ovni. Fait particulièrement troublant, le témoignage de l'ancien pilote de chasse Jean Kissling. Aujourd'hui très âgé, il aurait tenté durant l'été 1945, au-dessus de la base de Selfridge dans le Michigan où il était affecté, d'intercepter un ovni en le mitraillant. Son témoignage a été recueilli en 2008 par Alain Boudier, président de la commission 3AF PAN, Association aéronautique et astronomique de France, composée de sommités scientifiques entre autres. La commission PAN est chargée de l'observation de phénomènes aérospatiaux qui ne peuvent être rattachés à des aéronefs connus ou expliqués par la physique contemporaine. Parti en mission à bord de son P-47 à 15 000 mètres d'altitude. Il lui a été ordonné de mitrailler les objets et à ce moment-là, il a vu les objets se transformer en soucoupes volantes et s'éloigner à une vitesse absolument phénoménale. Une fois atterri à la base de Selfridge, son colonel lui a dit qu'il avait eu beaucoup de chance parce que ses prédécesseurs n'étaient pas rentrés de leur mission. En 1947, en pleine vague d'observations d'objets insolites dans le ciel des États-Unis dans le désert, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, une actualité allait et continue de défrayer les chroniques. Le 8 juillet, la base des bombardiers atomiques de Roswell, l'unique au monde, révèle qu'ils ont trouvé une de ces soucoupes volantes écrasée dans le désert, dans les environs. Et cette nouvelle fait le tour du monde très très vite. Mais le soir même, il y a un démenti au quartier général au Texas, du général Ramey, qui montre à la presse des débris de ballons météo et de cibles radar écrasés, et qui leur dit, voilà, les aviateurs de Roswell se sont trompés, ce n'est pas une soucoupe volante qu'ils ont trouvée, c'est ça, c'est des débris de ballons météo. Et l'affaire est enterrée pour 30 ans. Jamais un officier de renseignement, l'officier de renseignement, imaginez, de la seule base atomique au monde, qui ne serait pas capable de reconnaître un ballon météo crevé et qu'il prendrait pour un disque volant. Non mais c'est absurde. Au début des années 90, il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. Il y a même le député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui a réclamé une enquête au Congrès parce qu'il n'arrivait pas à avoir des réponses convenables de la part du Pentagone. Cette enquête a eu lieu. Ils ont conclu en 1995 qu'on avait détruit une grande partie des archives de Roswell sans aucune explication. Et ils ont dit l'enquête sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Ça, c'est la commission d'enquête du Congrès américain. C'est officiel, si on veut, quand même. Mais le Pentagone a réagi en disant non, 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 non. Oui, c'est vrai qu'on avait menti, c'était pas un ballon météo, mais c'était un énorme assemblage de ballons, le ballon Mogul. C'était très impressionnant. Et voilà, c'est ça qu'ils ont pris pour une soucoupe volante. Alors, ils ont écrit un livre de 1000 pages, incroyable, pour expliquer ça. Mais en réalité, ils n'expliquent rien du tout. Il n'y a aucune preuve solide de ce qu'ils avancent. Ce livre tente principalement de justifier pourquoi avait été évoqué le crash de simples ballons météo au lieu des fameux ballons Mogul. Ceux-ci étaient destinés à observer les expériences nucléaires soviétiques. Ils étaient alors classés secret défense. Les deux affaires de Roswell, car il y aurait eu 2 crashs, ont fait la notoriété mondiale de la ville qui leur a donné son nom. Il reste à ce jour un mystère jamais réellement éclairci, ni par les explications des divers services du gouvernement américain, ni par les enquêteurs et les journalistes. Tous les acteurs de cette affaire n'ont cessé de varier dans les versions des faits.
ou leur interprétation suivant les intérêts qu'ils pouvaient y trouver, ou leur croyance ou non en la visite d'extraterrestres. L'affaire s'est encore compliquée en rebondissant en 1993 avec la diffusion de photos et d'un film sur l'autopsie du cadavre d'un des 4 aliens supposés avoir été découverts dans les débris de l'un des crashs. À ce jour, à peu près tout le monde s'accorde à dire que ce fut une supercherie. C'est sur l'instigateur et sa motivation que les avis divergent encore. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse de visite d'extraterrestres et pour eux d'une désinformation sur le sujet se basent entre autres sur des documents déclassifiés de l'US Navy. Ces derniers décrivent précisément de très nombreuses observations de disques ou autres objets volants non identifiés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. La matérialité de ce phénomène n'est pas démontrée. Or, il existe des documents qui la démontrent. Et ça, c'est très important. Ces documents sont connus, ces documents sont déclassifiés. Il y en avait, pour vous donner un exemple, 85 000 en 1985. 85 000 pages dactylographiées qui parlent toutes du même sujet, qui représentent des documents militaires et qui toutes vont dans le même sens. Il y a effectivement des incursions qui, dans les années 65, se font de plus en plus précises au-dessus des bases atomiques américaines. Il y a des déprogrammations d'ogives prêtes à être lancées sur les Russes, etc. Aux États-Unis, l'US Air Force initie en 1966 la commission Condon et en France, le CNES crée en 1977 un service officiel d'enquête, le GEPAN. Pour beaucoup, leurs conclusions restent trop évasives. Certains suspectent même une volonté de désinformation des populations. Pour tenter d'apporter des réponses, des initiatives privées prennent le relais avec entre autres en 1995 aux États-Unis un colloque organisé par Lawrence Rockefeller. Il est composé de scientifiques et de membres spécialisés en ufologie. Leurs conclusions font ressortir qu'un phénomène existe et qu'il est nécessaire de continuer son étude. En France, en 1999, une association présidée par Denis Letty, général de l'armée de l'air, composée d'anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale associés à des experts, rédige un rapport remis au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et à son Premier ministre, Lionel Jospin. Les avant-propos du général Letty et la préface du général Norlin interrogent grandement sur l'interprétation des enquêtes. Le général Norlin, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai volé une fois extraordinaire, et qui était à un moment le patron de la défense aérienne, a signé des 2 mains une préface en disant attention, il y a un problème et il faut absolument étudier ce problème qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. La commission rapporte de nombreux témoignages, dont certains émanent de pilotes. D'autres sont devenus emblématiques de l'ufologie, comme les photos d'André Frénial prises en Auvergne au lac Chauvet le 18 juillet 1952. Ces photos ont fait la une des journaux de l'époque. L'évocation de la rencontre du 3e type de Valençol laisse perplexe. Le témoin, Maurice Masse, raconte qu'au petit matin du 1er juillet 1965, alors qu'il travaillait dans un champ de lavande, il entendit un puissant sifflement. Cherchant à en découvrir l'origine, en contournant un mur de pierre, il entrevoit un engin en forme de ballon de rugby, de la grosseur d'une voiture et de couleur neutre mate. Il distingue aussi 2 petits hommes accroupis qui se relèvent à son approche avant que l'un d'eux le paralyse en lui braquant une sorte de tube. L'enquête de gendarmerie qui suivit releva des traces laissées dans le sol et confirma la véracité du témoignage. Le colonel Jack Crean, aujourd'hui à la retraite, débuta sa carrière comme pilote de chasse. Il fut par la suite chef moniteur, officier de sécurité des vols, instructeur combat aérien, leader de la patrouille de France, avant de quitter l'armée pour occuper la fonction de commandant de bord à Air France. En septembre 1975, durant une mission d'entraînement sur Mirage 3, il fut témoin avec son coéquipier d'une étrange rencontre. J'ai vu passer devant moi, on m'a estimé 7 ou 8 km, ce qui ressemblait d'abord à un avion de ligne, un fuselage d'avion de ligne.
bien déclaré. Et là, j'appelle le contrôle en disant, dis donc, ça va pas là, on va se faire engueuler. Hein, s'il y a un avion civil qui passe au milieu de nos exercices, c'est pas dans les règles. Et le contrôleur me dit, j'ai pas de contact radar là-dessus. Je dis, moi, bah, écoute, je vois quelque chose de gros et qui passe devant nous. Et mon équipier qui était en train de rassembler, je lui demande de confirmer. Il me dit, oui, oui, je vois bien, il y a un avion là en face de nous. Et le contrôleur confirme qu'il n'a pas de contact radar. Cette chose-là passe devant nous. Et comme le contrôleur me confirme qu'il ne voyait pas, on rentre dans une mission de police du ciel, en fait, comme on a à l'époque, c'était la guerre froide. Donc on met la post-combustion, et on essaye de rassembler sur cet objet volant. Et alors, on s'est approché assez près. La nuit, c'est très difficile. Hein, quand on n'a pas une référence, c'est très difficile d'avoir une distance et une grosseur. Bon, ça me paraissait... C'était une forme, en fait, un peu comme un ballon de rugby. Et au moment où on approche assez près, hop, ça disparaît en une microseconde. J'ai une accélération qui nous laisse vraiment sécher. Je redemande au contrôleur radar s'il a toujours eu aucun contact. Il me dit non, rien, de rien. Bon, ben on reprend donc notre entraînement. Deuxième présentation. Là, je suis chasseur. Et au moment où j'arrive à 7-8 km de la fin de mon rassemblement, paf, ça réapparaît de nulle part. Comme on aurait pu dire un autre avion de chasse ou un autre avion, enfin plutôt un autre avion qui observait, bon, c'est la troisième dimension ce qu'on faisait. Je rappelle le contrôleur, il me dit non, moi j'ai toujours pas de contact radar. Là, ma collègue rassemble, on met la post-combustion et on y va pour rassembler sur cet objet volant. On accélère même assez fort, on accélère donc, on avait Mach 1.6, il fait à peu près 1700 km/h. Et au moment où peut-être ces choses-là nous sentent menaçants, pareil, ça disparaît en une fraction de seconde, une accélération époustouflante. Je demande au contrôleur s'il n'a toujours pas de contact radar, parce que ça fait quand même 2 fois que ça se présente. Il dit non, on refait un autre exercice, on se représente une 3e fois. La chose réapparaît de nulle part, en état d'observation, bon, non menaçante, mais qui est en train de regarder gentiment, parce qu'apparemment c'est intrigué par ce qu'elle est en train de faire. On essaye de rassembler de nouveau, de se rapprocher le plus vite possible. Moi, je me rappelle ce qui m'a intrigué, c'est que je voyais à travers son fuselage, j'avais des hublots assez grands, une lumière blanche, alors extraordinaire. Je dirais pas céleste, mais vraiment une lumière blanche, et je voyais à l'intérieur. C'était une immense cavité blanche, et je voyais vraiment une transparence, ça m'a frappé. Mais ça disparaît aussi en un clin d'œil. Donc là, on manque de pétrole, on rassemble, on perce, comme on dit, on va se poser à Creil. Contrôleur, bon, le débriefing, il dit moi j'ai rien vu, bon. Et avec le collègue, on a dit bon, on dit rien non plus, puisque de toute façon, si on fait un rapport un peu circonstancié, on va choisir le psy, choisir le médecin, ou alors on est au secret, donc ça présente pas beaucoup d'intérêt. On était assez habitué à reconnaître ce qui se baladait dans le ciel, et ça, j'ai jamais rien vu d'autre de toute ma carrière aéronautique. Et j'ai jamais vu non plus des performances pareilles. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on a produit des objets volants qui sont capables de telle accélération et même du genre de manœuvre, puisqu'il est parti un petit peu donc des accélérations qui sont gigantesques. Alors donc la question que moi je me suis posée un peu, je me pose encore, si ça n'est pas terrestre, donc c'est extraterrestre. Alors qui est derrière ça? C'est la question. Jean Grellet commença sa carrière aux États-Unis comme pilote de chasse dans l'US Air Force, puis fut commandant de bord à Air France durant 20 ans. Il dénombre 17 500 heures de vol à son actif. Il fut 3 fois témoin de phénomènes et de visions qui laissent perplexe. Son premier témoignage remonte à 1966. J'étais second pilote dans un Boeing 707 d'Air France. Le commandant de bord était à sa place à gauche. Nous avions un radio, un navigateur et en plus un ami du commandant de bord était venu nous rendre visite. Donc nous étions nombreux et tous ont vu la même chose sur mon écran radar. Nous avons été doublés au sud de Rio de Janeiro par un engin qui allait à peu près à 5000 à l'heure, détecté au radar, suivi au radar, vitesse mesurée au radar, donc aucun problème quant à la vitesse. Le retour de l'écho était à peu près celui qu'aurait donné un Boeing 707 de l'époque, donc quelque chose d'assez considérable. Alors, c'était naturellement non identifié pour 2 raisons. D'abord, on ne l'a pas vu. Nous étions au-dessus d'altostratus qui nous empêchait de voir le sol. Et cet engin est passé en dessous de nous et sur notre droite. Et la suivante a eu lieu en 1984. J'étais alors commandant de bord, aux commandes d'un Boeing 747 d'Air France sur le Los Angeles-Montréal. Et là, nous avons été doublés par
quelque chose. Ce quelque chose ressemblait à un groupement de sphères métalliques derrière lequel une énorme traînée lumineuse, et je dis bien autolumineuse, il était précisément minuit en heure locale, nous a doublé par la droite. Et à ce moment-là, c'est le contrôle de la navigation aérienne qui nous a demandé ce que nous avions vu passer. 2 autres avions sont intervenus sur la fréquence, un Lufthansa et un Olympic Airways qui avaient vu la même chose que nous, mais qui étaient un petit peu plus loin de la trajectoire de cet engin. Alors en gros, cet engin avait une trajectoire parfaitement horizontale, très légèrement, comme altitude, très légèrement supérieure à la nôtre, et il a disparu finalement à l'horizon. En plus de ces 2 observations en vol, le commandant Grélé en a fait une 3e au sol cette fois avec un groupe de personnes. Tous ont fait une déposition identique à la gendarmerie. On a vu virer très lentement et passer devant nous une énorme structure qui donnait l'impression d'être, je dirais, une structure métallique avec de nombreuses lumières tout au long. Et cette structure portait à l'avant 2 phares dirigés à peu près vers le sol à 45 degrés, mais curieusement dont la lumière s'interrompait avant d'arriver au sol. Donc une lumière très dense et puis brutalement qui s'arrêtait. Et on avait l'impression que cet engin était propulsé par 2 faisceaux de lumière blanche qui m'ont un peu rappelé ce que j'avais vu à Los Angeles, je dois l'avouer. J'ai tendu ma main et l'engin couvrait cette surface, cette longueur à bras tendu. Mon voisin de droite qui était dans l'aéronautique a fait la même chose. Cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long. Les déclarations sur des visions d'OVNI ne sont pas que du passé. L'été 2011 a été riche en témoignages. Le 20 août, à 20h15 à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, Joël Gerbe aurait aperçu un objet volant insolite. Subitement, entre les 2 tours qui sont là-bas et la grue, à une hauteur que j'arrive pas à définir, j'ai vu un objet sortir d'un nuage, un objet qui était vraiment très très bizarre. Donc j'ai eu un coup de chance, j'avais l'appareil photo qui était sur la table, sur ma table basse, puisque mes enfants venaient de sortir de l'appartement. Je me suis saisi de l'appareil photo et j'ai fait une photo. Ça a duré en moyenne 10 secondes à peu près, et ensuite j'ai vu partir cet objet à une vitesse vertigineuse. La photo, hélas floue, a été expertisée et semblerait être authentique. Avec les paramètres qui lui ont été donnés, un expert en photographie a estimé que l'objet pouvait mesurer plus de 100 mètres de long. Ce nouveau fait divers, qui a fait l'objet d'une déposition, a été pris très au sérieux. Pour le grand public, de nombreuses personnes s'intéressent aux hypothétiques visites venues d'ailleurs. Certains en doutent, d'autres y croient fermement. Les plus passionnés se regroupent dans des associations ufologiques pour tenter d'appréhender au mieux le mystère, mener des investigations dont elles communiquent souvent les résultats au GEPAN ou à des magazines spécialisés. Joël Ménard, directeur de l'un des plus anciens de ces magazines, est captivé par le phénomène. Il recueille des témoignages et déclenche souvent des enquêtes. Les ovnis, c'est pas une blague, c'est pas des hallucinations, c'est pas des erreurs de perception ou de façon très marginale. Il y a vraiment quelque chose, il y a un truc formidable. Ce truc-là, il nous dépasse. Si vous voulez faire un catalogue exhaustif de tout ce qui s'est passé depuis, par exemple, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous allez être obligé d'injecter plusieurs dizaines de milliers de cas. Il y a effectivement des éléments dans les témoignages qui suggèrent une réalité matérielle. Quand vous avez par exemple des traces au sol, des trous dans le sol, ou de l'herbe brûlée d'une façon plutôt inexplicable, ou quand vous avez des traces sur les pellicules photos, ça indique un phénomène matériel. Moi, je suis persuadé qu'on est évidemment toujours observé par une ou plusieurs civilisations extraterrestres, parce que je suis intimement persuadé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que la vie extraterrestre foisonne. Il y a probablement des milliards de mondes habités dans l'univers. Et comme notre civilisation technologique, elle a démarré au début du XXe siècle,
Donc on a en gros un siècle de progrès technologique un peu significatif. Et notre planète a 4,5 milliards d'années. L'univers a 13,7 milliards d'années. Donc on peut imaginer des civilisations qui sont nées des milliards d'années avant la nôtre. De quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que 5000 ans d'avance par rapport à la nôtre? On ne peut pas venir depuis ces étoiles jusque chez nous dans un laps de temps raisonnable, en quelques jours ou en quelques semaines, puisque selon les lois de la relativité, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, c'est-à-dire en gros la distance de la Terre à la Lune en 1 seconde, et malgré cette vitesse faramineuse, déjà pour traverser notre galaxie, il faut 100 000 années-lumière. 100 000 années à 300 000 km par seconde. Donc les astrophysiciens qui respectent, ils ont raison, les lois de la relativité découvertes par Einstein vous disent ce n'est pas possible. Mais ça, c'est dans le cadre des lois qui sont loin d'être terminées. On a découvert quelques lois, mais il y a d'autres lois que l'on va découvrir qui vont transcender tout ça et qui permettront sans doute de prendre des raccourcis de l'espace. Depuis fin septembre 2011, la découverte de physiciens du CERN de Genève pourrait remettre en question la théorie d'Einstein sur la relativité. Désormais, si cette découverte était bien confirmée, en reconsidérant la notion du temps telle qu'on la connaît, les voyages interstellaires entreraient dans le domaine du possible. On pourrait alors imaginer que d'hypothétiques civilisations bien plus anciennes que nous et situées dans d'autres systèmes solaires auraient pu maîtriser cette science et la mettre en application. Le 20 août à 20h15 à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, Joël Gerbe aurait aperçu un objet volant insolite. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. La semaine passée, jeudi 27 mars, j'ai mis en ligne une vidéo pour informer des dangers de faire du tourisme dans des crop circles en Angleterre en raison de la menace d'invasion extraterrestre par un dangereux groupe extraterrestre pro-Jésus. La Terre Gaïa a à nouveau accompagné la mise en ligne de ma vidéo en foudroyant 3 fois un avion de la compagnie royale d'aviation des Pays-Bas peu avant son atterrissage à Birmingham, vendredi 28 mars. Remarquez le symbole de la monarchie chrétienne ici, avec le sigle KLM de cette compagnie d'aviation. L'an passé, un crop circle extraterrestre du groupe de Jésus Oméga, très dangereux, a été réalisé dans le maïs et signalé le 3 septembre 2013 en Hollande. Ce crop circle avait précisément une croix, une forme de croix de Jésus-Christ, ressemblant à la formation d'OVNI filmée à Pensacola en Floride le 14 août 2005. O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO. D'autres informations sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.